Je m'appelle Clara Kelly et j'ai 22 ans. Je sors tout juste de l'université avec un diplôme en design de mode. Lors de ma fête de remise des diplômes dans notre maison de Springfield, mes parents m'ont tendu une enveloppe avec un mince sourire. C'est de la part de grand-maman, a dit maman, sa voix étrangement plate. À l'intérieur, il y avait $200 en billets neufs. J'ai forcé un sourire, mais ça m'a piqué au vif. $200. Pour ma remise de diplôme. Ma sœur, toujours l'enfant chéri, recevait des cadeaux somptueux à chaque occasion, tandis que je me débrouillais à peine, rêvant de lancer ma propre ligne de mode. J'ai rangé l'enveloppe, essayant d'ignorer la douleur familière d'être négligé. Un mois plus tard, grand-maman est venue nous rendre visite. Elle m'a demandé pendant le dîner, les yeux chaleureux mais curieux, « Clara, est-ce que les $18 000 que j'ai envoyés pour ta start-up de mode t'ont aidé ?» Mon cœur s'est arrêté. « Grand-maman, je n'ai reçu que $200, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. » Son visage s'est durci, une tempête se préparant dans ses yeux. Qu'est-ce que mes parents avaient fait du reste? J'étais sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer. Si les trahisons familiales et les secrets cachés vous touchent, abonnez-vous et rejoignez-moi pour découvrir le drame à venir. En grandissant dans notre quartier de Springfield, j'ai toujours eu l'impression d'être une idée après coup dans notre famille. Mes parents, Linda Kelly et Mark Kelly, n'avaient Dieu que pour ma sœur aînée, Riley Kelly. À 25 ans, Riley travaillait à temps partiel comme caissière dans un supermarché local, se présentant à peine pour ses quarts de travail. Pourtant, maman et papa la traitaient comme si elle était destinée à la grandeur, finançant tous ses caprices avec de l'argent qu'ils ne semblaient jamais avoir pour moi. Pendant que Riley passait ses journées à faire du shopping ou à se prélasser à la maison, je mettais tout mon cœur dans un emploi dans un magasin de tissus, entouré de fils et de motifs vibrants. Chaque point que je faisais alimentait mon rêve de lancer une ligne de mode, mais mes chèques de paie allaient au loyer et aux factures, pas aux machines à coudre ou à l'espace d'atelier. Le travail de Riley au supermarché était plus un passe-temps qu'une carrière. Elle rentrait à la maison en se plaignant des clients impolis, puis exigeait de nouveaux vêtements ou gadgets. Elle travaille dur, disait papa, lui tendant de l'argent pour une autre virée shopping. Pendant ce temps, c'était moi qui faisais de longues heures à esquisser des motifs entre les clients, économisant chaque sou pour mon avenir. L'injustice n'était pas nouvelle. Ça a commencé quand nous étions enfants. J'avais des vêtements de seconde main, Riley recevait des robes scintillantes. Je réussissais mes examens, Riley sautait des cours, mais maman lui organisait des fêtes pour ses efforts. La douleur d'être négligé a creusé une blessure silencieuse en moi. Notre famille s'appuyait fortement sur ma grand-mère, Mildred Kelly, qui vivait à Saint-Louis. Grand-maman envoyait de l'argent régulièrement, ce que maman et papa appelaient le soutien familial. Mais j'ai remarqué que Riley en tirait toujours le meilleur parti, de nouvelles bottes, de nouvelles boucles d'oreilles, tandis que je raccommodais mes propres chemises. Je demandais à papa pourquoi, et il marmonnait, « Ne nous pose pas de questions, Clara. » Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la façon dont il rejetait mes rêves. Ma passion pour la mode leur semblait un fardeau, pas un talent. Un moment du lycée me hante encore. À 15 ans, j'ai passé des semaines à concevoir une jupe pour un spectacle de talent, y mettant toute mon âme dans chaque détail. Quand je l'ai montré à maman, elle y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est mignon », avant de faire l'éloge de la nouvelle coque de téléphone de Riley. Papa n'a même pas levé les yeux de son journal. Riley a souri, faisant tournoyer ses cheveux, sachant qu'elle avait encore volé la vedette. Ce n'était pas seulement la jupe. C'était ma place dans leur monde, toujours après la sienne. Ma meilleure amie, Sheila Dixon, voyait clair dans tout ça. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous lions d'amitié autour de nuits blanches et de grands rêves. Sheila travaillait dans une librairie, poursuivant ses propres objectifs, et elle comprenait ma frustration. « Ta famille est aveugle à ton talent, Clara, disait-elle, sa voix ferme mais chaleureuse. Son soutien m'a gardé les pieds sur terre quand j'avais l'impression de me défaire. Au magasin de tissus, je me perdais dans les croquis, imaginant mes créations sur un podium. Mais chaque dollar que je gagnais servait à survivre, pas à ma vision. Je fixais mes baskets usées, me demandant pourquoi mes parents voyaient le charme de Riley mais jamais ma motivation. Les confronter était inutile. Quand j'essayais, maman me coupait avec « Nous faisons ce qu'il y a de mieux, Clara ». Papa haussait les épaules, évitant mon regard. Riley riait de ça, disant « Tu es trop intense, Clara. Détends-toi ». Leurs mots me frappaient comme des épingles, tranchants et précis. J'avalais ma colère,
la canalisant dans mon travail, mais l'injustice s'envenimait. Les lettres de grand-maman de Saint-Louis étaient ma bouée de sauvetage. Elle écrivait « Tes créations sont spéciales, Clara ». Ces mots, une rare étincelle d'espoir. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi son argent semblait disparaître dans les mains de Riley. Cette pensée me rongeait, un fil que je n'étais pas prête à tirer. Quelques semaines après ma remise de diplôme, j'ai commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. Maman et papa ont commencé à étaler de nouveaux luxes, dépensant de manière extravagante, ce qui était inhabituel pour notre vie modeste à Springfield. Maman est rentrée à la maison un jour avec un collier de diamants étincelants, prétendant que c'était un cadeau pour elle-même. Papa s'est vanté de ses visites hebdomadaires au spa, s'extasiant sur les massages et les soins du visage dans un salon haut de gamme du centre-ville. Leur soudaine extravagance me retournait l'estomac. D'où venait cet argent? Notre famille n'était pas riche, loin de là. Pourtant, ils agissaient comme s'ils avaient gagné à la loterie. Riley n'était pas différente. Ma sœur est entrée dans la maison un après-midi, un sac à main de créateur balançant à son bras, son logo brillant sous la lumière de la cuisine. « N'est-il pas magnifique ?» a-t-elle dit, rejetant ses cheveux en arrière. Elle a sorti un tout nouveau smartphone, le dernier modèle, et a commencé à prendre des selfies. Je la regardais, la mâchoire serrée. Son travail au supermarché payait à peine l'essence, encore moins des sacs à $1000. J'ai croisé son regard et j'ai demandé « Comment peux-tu te permettre ça, Riley ?» Elle a ri, me repoussant. « Mêle-toi de tes affaires, Clara » a-t-elle dit, son ton tranchant. Ce n'était pas seulement le sac ou le téléphone. C'était la façon dont elle agissait, avec un sentiment de droit, comme si elle méritait tout. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce malaise. Un soir, j'ai trouvé maman dans le salon en train d'admirer une paire de boucles d'oreilles en émeraude. Celles-ci proviennent du soutien supplémentaire de grand-maman, a-t-elle dit avec désinvolture, sans croiser mon regard. Soutien supplémentaire? Grand-maman a envoyé de l'argent pour maintenir notre famille à flot, pas pour financer l'obsession de maman pour les bijoux. J'ai insisté, ma voix ferme mais stable. Quel soutien supplémentaire, maman? Elle s'est figée, puis a claqué, ne m'interroge pas, Clara. C'est l'argent de la famille. Son esquive n'a fait qu'approfondir mes soupçons. Papa est entré en portant une nouvelle montre et a changé de sujet, demandant ce qu'on allait manger. Leur secret était suffocant. Les pièces ne s'emboîtaient pas. Je me souvenais des lettres de grand-maman mentionnant toujours son soutien à la famille. Mais si elle envoyait de l'argent, pourquoi est-ce que je me débattais encore au magasin de tissus, économisant des centimes pour mes rêves de mode? Les nouveaux jouets de Riley et les voyages au spa de maman ne correspondaient pas à notre budget habituel. J'avais envie de les confronter, mais le doute me retenait. Et si j'avais tort? Et si c'était juste la façon dont les familles fonctionnaient, et que j'étais paranoïaque? Cette pensée m'a fait hésiter, mais les questions n'ont cessé de s'accumuler. Un jour, je me suis confié à Sheila autour d'un café. Quelque chose ne va pas, ai-je dit, mes mains serrant ma tasse. Maman dit que c'est l'argent de grand-maman, mais ça ne me semble pas juste. Sheila s'est penchée en avant, ses yeux se rétrécissant. Tu dois poser plus de questions, Clara, a-t-elle dit. Ta famille te cache quelque chose. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, faisant écho à mes propres craintes. J'ai acquiescé, mais au fond de moi, je n'étais pas prête à affronter la vérité. Confronter maman et papa signifiait risquer une dispute, et l'attitude suffisante de Riley n'aidait pas. Pourtant, le doute me rongeait de plus en plus chaque jour. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue un week-end. J'ai surpris maman au téléphone en train de rire d'un bonus de grand-maman. C'est plus cassé, a-t-elle dit, sa voix légère. Mon cœur a coulé. Plus cassé pourquoi? Pour les sacs à main de Riley? Pour les journées au spa de papa? Je suis resté figé dans le couloir, mon esprit en effervescence. J'avais envie de faire irruption, d'exiger des réponses, mais ma gorge s'est serrée. Au lieu de cela, je me suis éclipsé, mes soupçons devenant plus lourds. Quelque chose n'allait pas, et je ne pouvais plus l'ignorer. La vérité était là, attendant de tout défaire. Un après-midi, mon téléphone a vibré avec un SMS. C'était de grand-maman, et mon cœur a bondi en lisant son message. Elle venait à Springfield pour une visite. Je ne l'avais pas vue depuis des mois, et la pensée de son sourire chaleureux m'a apporté un élan de réconfort. Grand-maman avait toujours été mon point d'ancrage,
la seule personne qui me voyait quand maman et papa ne me voyaient pas. Ces visites étaient rares, car Saint-Louis était à 3 heures de route, mais elles étaient toujours remplies de ses histoires et de ses encouragements. J'ai serré mon téléphone, imaginant déjà ses câlins et la façon dont elle me poserait des questions sur mes croquis de mode avec un intérêt sincère. Je me suis souvenu des petits cadeaux qu'elle m'avait envoyés au fil des ans, un ensemble de crayons de couleur quand j'avais 10 ans, une trousse de couture à 14 ans, chacun emballé avec une note disant « Pour tes rêves, Clara ». Ces symboles comptaient plus que l'argent. Ils étaient la preuve que quelqu'un croyait en moi. Mais maintenant, avec mes soupçons concernant les dépenses de maman et papa, je me demandais quoi d'autre grand-maman avait envoyé qui ne m'était jamais parvenu. Cette pensée se tordait dans mon ventre, mais je l'ai refoulée, me concentrant sur sa visite prochaine. J'avais envie de tout lui dire, comment je me sentais invisible, comment Riley passait toujours en premier, mais l'idée de m'ouvrir me faisait peur. J'ai retrouvé Sheila à notre café habituel pour partager la nouvelle. Grand-maman arrive, ai-je dit, ma voix un mélange d'excitation et de nervosité. Les yeux de Sheila se sont illuminés. C'est ta chance, Clara, a-t-elle dit, se penchant sur la table. Dis-lui comment ta famille te traite. Elle t'écoutera. Ces mots étaient fermes, comme si elle attendait ce moment. Sheila m'avait vu lutter, jonglant avec mon travail au magasin de tissus et mes rêves, tandis que Riley se laissait vivre. Tu te retiens depuis trop longtemps, a ajouté Sheila. Grand-maman mérite de connaître la vérité. J'ai acquiescé, mais mon estomac s'est retourné. Et si grand-maman ne me croyait pas? Et si elle pensait que je semais la zizanie? De retour à la maison, j'ai gardé la nouvelle pour moi. Maman et papa étaient de bonne humeur, planifiant un grand dîner pour la visite de grand-maman. Ce sera agréable de la voir, a dit maman, sa voix trop joyeuse. Papa a acquiescé, polissant un nouveau bouton de manchette qu'il avait acheté. Leur excitation me semblait bizarre, comme s'ils cachaient quelque chose. Riley, comme d'habitude, était collé à son téléphone, probablement en train d'exhiber ses derniers achats. Je les ai regardés, mon malaise grandissant. Agiraient-ils comme la famille parfaite quand grand-maman arriverait? La pensée de leur faux sourire me serrait les poings. Je suis resté éveillé cette nuit-là, repassant les conseils de Sheila. Parler de mes sentiments à grand-maman signifiait risquer une explosion. Maman claquerait, papa esquiverait, et Riley roulerait des yeux, me traitant de dramatique. Je pouvais l'entendre maintenant, pourquoi tu en fais toujours tout un plat, Clara? Mais garder le silence me semblait pire, comme si je me trahissais. La visite de grand-maman était ma chance d'être entendue, mais cela signifiait aussi affronter la tension que j'avais évitée pendant des années. J'ai fixé le plafond, mon esprit en effervescence avec des hypothèses. Grand-maman comprendrait-elle? Verrait-elle la vérité derrière les excuses de maman et papa? Je ne savais pas, mais le poids de mon silence était plus lourd que jamais. Le jour de la visite de grand-maman est arrivé. Notre maison de Springfield bourdonnait de bavardage alors que maman mettait la table pour un dîner de famille pour accueillir grand-maman. L'air semblait léger au début, rempli du cliquetis des verres et du rire de Riley alors qu'elle montrait à papa une nouvelle application sur son téléphone. Maman fredonnait, arrangeant un plateau de poulet rôti, son visage rayonnant d'une joie forcée. J'aidais en silence, mes nerfs à vif, mais la chaleur de revoir grand-maman m'a vite stabilisé. Elle a franchi la porte, ses cheveux argentés soignés, son sourire aussi gentil que jamais. Je l'ai serré fort dans mes bras, sentant une lueur de sécurité dans ses bras. Nous nous sommes assis pour manger, la conversation allant bon train. Grand-maman a posé des questions sur mon travail au magasin de tissus, ses yeux brillants d'intérêt. Clara, comment va cette ligne de mode, a-t-elle dit, sa voix chaleureuse. Est-ce que les 18 000 $ que j'ai envoyés pour ta start-up ont fait une différence? La pièce s'est figée. Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol, mon cœur battant la chamade. 18 000 $? J'ai avalé avec difficulté, ma voix à peine stable. Grand-maman, je n'ai reçu que 200 $, ai-je dit, mes mots coupant le silence. Le visage de maman a pâli. Le verre de papa a heurté la table avec un léger bruit sourd. Le sourire de Riley a disparu, ses yeux se dirigeant vers maman. L'expression de grand-maman s'est assombrie, sa gentillesse remplacée par un tranchant acéré. 200 $, a-t-elle répété, sa voix basse mais ferme. Elle s'est tournée vers maman et papa, son regard perçant. Linda, Marc, où est le reste de l'argent que j'ai envoyé pour Clara? La pièce semblait rétrécir, l'air épais de tension. Maman a bafouillé,
ses mains tordant une serviette. Nous l'avons utilisé pour les besoins de la famille, a-t-elle dit, sa voix faible. Grand-maman s'est penchée en avant, inflexible. Quel besoin, a-t-elle insisté, sont-on exigeant des réponses? Papa a essayé d'intervenir, sa voix tremblante. C'est compliqué, Mildred, a-t-il dit, évitant son regard. Mais grand-maman n'en voulait pas compliqué, a-t-elle claqué. J'ai envoyé cet argent pour les rêves de Clara, pas pour vos caprices. Je suis resté figé, mon pouce emballant. Riley s'est agité inconfortablement, ses doigts agrippant son téléphone. Les yeux de grand-maman se sont rivés sur maman à nouveau. Dis-moi la vérité, Linda, a-t-elle dit, sa voix comme de l'acier. Les épaules de maman se sont affaissées. Son visage est devenu rouge de culpabilité. Nous l'avons dépensé, a-t-elle admis, à peine audible. Pour les visites au spa, les bijoux et les choses pour Riley. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Visite au spa. Bijoux. Les sacs de créateurs de Riley ont défilé dans mon esprit, chacun une trahison. J'ai regardé maman, puis papa, attendant qu'ils le nient, mais ils ne l'ont pas fait. Riley a marmonné, ce n'était pas que moi, sa voix sur la défensive, mais grand-maman l'a interrompu. Assez, a-t-elle dit, sa colère dirigée vers les trois. Vous avez pris l'avenir de Clara et l'avez dépensé pour vous. Ma poitrine s'est serrée, un mélange de choc et de validation m'envahissant. La fureur de grand-maman était un bouclier, protégeant les rêves que je pensais hors de portée. Je ne pouvais pas parler, mon esprit tourbillonnant. L'argent que je n'avais jamais vu, les chances que je n'avais jamais eues. Tout était parti, versé dans les boucles d'oreilles de maman et le téléphone de Riley. Papa a essayé d'expliquer, marmonnant des priorités familiales, mais ses mots semblaient vides. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, mais elles n'étaient pas pour moi. La voix de grand-maman s'est adoucie alors qu'elle se tournait vers moi. Clara. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit, sa main cherchant la mienne. J'ai acquiescé, ma gorge trop serrée pour répondre. La vérité était révélée, brute et indéniable, et elle a tout changé. Après le dîner tendu, grand-maman m'a emmené dehors, m'a conduite au porche, son visage toujours serré de colère après la confrontation. Clara, il y a quelque chose que tu dois savoir, a-t-elle dit, sa voix stable mais lourde. Elle s'est assise sur le banc, me faisant signe de la rejoindre. Pendant des années, j'ai envoyé de l'argent à tes parents, pas seulement pour la famille, mais pour toi, spécifiquement pour tes rêves de mode. Mon souffle s'est coupé. Des années. Elle a expliqué comment elle avait envoyé des milliers de dollars, petit à petit, de ses économies à Saint-Louis, faisant confiance à maman et papa pour les transmettre. Je pensais qu'ils t'aidaient, a-t-elle dit, ses yeux voilés de regret. Mais ils l'ont gardé pour eux. La vérité a coulé comme une pierre. Chaque dollar que j'avais gratté au magasin de tissus, chaque nuit blanche à esquisser des motifs, était parce que maman et papa m'avaient trahi. La voix de grand-maman a tremblé alors qu'elle énumérait les montants, 5 000 ici, 3 000 là, tous destinés à ma start-up. Je me suis senti étourdi, mon esprit flashant sur les visites au spa de maman, la montre fantaisie de papa, les virées shopping sans fin de Riley. Ils ont tout utilisé. J'ai murmuré, ma voix se brisant. Grand-maman a acquiescé, sa main serrant la mienne. Je suis tellement désolé, Clara, a-t-elle dit. J'aurais dû vérifier plus tôt. Puis elle s'est redressée, son ton changeant. Je veux réparer ça, a-t-elle dit. Je dirige un petit studio de design à Saint-Louis. Viens travailler avec moi. Apprends les ficelles du métier. Construis ta marque. Mon cœur s'est emballé à la pensée d'un vrai studio, entouré de designers, pas seulement de rouleaux de tissu. Et je possède un petit appartement à Springfield, a-t-elle ajouté. Il est à toi si tu le veux. Un nouveau départ. Ces mots étaient une bouée de sauvetage suspendue devant moi, mais ils venaient avec un poids que je ne pouvais ignorer. J'ai regardé dans le noir, déchiré. Quitter la maison signifiait m'éloigner de maman, papa et Riley, de la famille que j'avais toujours essayé de plaire. Une partie de moi les aimait encore, malgré tout. Pouvais-je partir? La confession larmoyante de maman au dîner a résonné dans mon esprit. Pas des larmes pour moi, mais pour avoir été prise. Les excuses de papa. L'attitude défensive de Riley. Il s'était choisi avant moi, encore et encore. Pourtant, l'idée de partir me donnait l'impression de couper un fil auquel je m'étais accroché toute ma vie. Et s'ils avaient besoin de moi?
Et si j'échouais seul? J'ai pensé à mes rêves. Les croquis s'entassant dans ma chambre, le podium que j'imaginais chaque nuit. Travailler au studio de grand-maman pourrait transformer ses rêves en réalité. Vivre dans son appartement signifiait la liberté, plus de sourires narquois de Riley, plus de rejet de maman, mais cela signifiait aussi affronter l'inconnu. Je quitterais Springfield, mon travail, la vie que je connaissais. Le poids du choix pesait sur moi, chaque côté tirant plus fort que l'autre. Grand-maman m'a regardé, ses yeux patients mais fermes. « Tu mérites ça, Clara », a-t-elle dit doucement. « Ne laisse pas leurs erreurs te retenir. » Ces mots ont transpercé mon doute, me rappelant les années que j'avais passées à me sentir invisible. J'ai pensé à Sheila, qui m'avait toujours poussé à me défendre. « C'est ton moment, disait-elle. » Lentement, j'ai acquiescé. « D'accord, grand-maman, ai-je dit, ma voix stable pour la première fois cette nuit-là. Je vais le faire. » Son sourire était chaleureux, comme une promesse de quelque chose de mieux. J'avais choisi mon avenir, et il n'y avait pas de retour en arrière. Une semaine plus tard, je me tenais dans le salon sombre de notre maison de Springfield, ma valise remplie, prête à affronter maman, papa et Riley pour la dernière fois. L'air semblait lourd, brisé, seulement par le faible craquement des planches du plancher. Maman était assise sur le canapé, les yeux rouges, serrant un mouchoir comme s'ils pouvaient la maintenir ensemble. Papa se tenait près de la fenêtre, son visage fatigué, évitant mon regard. Riley était appuyé contre le mur, son sourire narquois habituel disparu, remplacé par un froncement de sourcils tendus. Je n'étais pas là pour arranger les choses, j'étais là pour m'en aller. « Clara, nous sommes désolés », a commencé maman, sa voix tremblante. Nous ne voulions pas en prendre autant. Papa s'est avancé, son ton suppliant. Nous sommes une famille, Clara. Nous pouvons arranger ça. La voix de Riley était petite, presque inconnue. Je ne savais pas que c'était ton argent, Clara. S'il te plaît, ne pars pas. Leurs mots m'ont piqué, mais ils ne pouvaient pas défaire les années de trahison. J'avais passé ma vie à courir après leur approbation, pour découvrir qu'ils avaient volé mes rêves pour leur propre luxe. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix ferme. Vous avez pris l'argent de grand-maman destiné à mon avenir et vous l'avez utilisé pour vous, ai-je dit. Je ne peux plus vous faire confiance. Les larmes de maman ont coulé, mais elles me semblaient vides. Nous allons réparer ça, a-t-elle supplié. Papa a ajouté, ne nous quitte pas, Clara. Riley a tendu la main, murmurant, tu es ma sœur. Mais j'ai secoué la tête. J'en ai fini, ai-je dit, me détournant. Leurs voix se sont estompées alors que je franchissais la porte, la refermant derrière moi. Grand-maman avait coupé tout soutien, sa décision finale après la révélation de la vérité. Sans son argent, maman, papa et Riley sombraient. Les factures de cartes de crédit s'empilaient. Leurs habitudes fastueuses étaient désormais un piège. Un voisin a mentionné des avis de recouvrement s'empilant à leur porte, les services publics impayés planant. Le travail de Riley au supermarché ne pouvait pas couvrir ses achats de créateurs, et encore moins leurs dettes. Maman et papa se sont démenés, mais leurs dépenses imprudentes les avaient laissés sans rien. Leur choix les avait rattrapés, les laissant affronter seuls les conséquences. J'ai emménagé dans l'appartement de grand-maman à Springfield, un espace confortable qui ressemblait à un nouveau départ. Chaque matin, je me réveillais libéré de leurs attentes, mon cœur plus léger. J'appelais grand-maman tous les jours, la remerciant pour l'appartement, son studio, sa confiance en moi. Tu es mon roc, lui ai-je dit une fois, ma voix empreinte de gratitude. Je lui envoyais des notes manuscrites, partageant mes progrès, sachant combien son soutien comptait. Elle m'avait donné plus que de l'argent. Elle m'avait donné la chance d'être moi-même. J'ai commencé à faire la navette vers Saint-Louis, travaillant au studio de design de grand-maman. Le rythme de couper du tissu et d'esquisser des motifs me semblait être chez moi. J'ai appris de son équipe, chaque leçon étant un pas vers ma propre ligne de mode. Ma première collection, des robes simples et des foulards, a pris forme sous la direction de grand-maman. Son sourire fier a alimenté ma motivation. Je l'appelais après de longues journées, partageant chaque petite victoire, reconnaissante pour sa sagesse et sa confiance. Sheila est devenue ma bouée de sauvetage de loin. Nous parlions tard dans la nuit, ses SMS et ses appels remplis d'idées pour ma start-up. Tu assures, Clara, disait-elle, sa voix brillante au téléphone. Son travail à la librairie la tenait occupée, mais elle envoyait des conseils de marketing ou m'encourageait quand le doute s'insinuait.
Nos conversations téléphoniques étaient mon point d'ancrage, me poussant à continuer sans avoir besoin d'elle à mes côtés. Démarrer ma ligne de mode a été lent, mais chaque commande m'a semblé être un triomphe. J'ai créé une petite boutique en ligne, regardant mes créations atteindre les clients. Je n'étais pas riche, mais j'étais libre de créer, d'échouer, de grandir. J'ai réalisé que j'avais passé des années à me sentir petite, façonnée par les rejets de maman, l'indifférence de papa, l'égoïsme de Riley. Mais maintenant, debout seul, j'ai vu ma valeur. Je n'étais pas seulement leur fille ou leur sœur. J'étais une créatrice, une rêveuse, quelqu'un qui pouvait tracer son propre chemin. Ma gratitude envers grand-maman a grandi à chaque étape. Je l'appelais pour partager mon dernier croquis ou demander conseil, chérissant ses encouragements. Sa confiance en moi m'a appris à m'apprécier, à faire confiance à ma propre force. La douleur de la trahison de ma famille persistait, mais elle ne me retenait plus. J'avais construit quelque chose de réel, et c'était suffisant. À tous ceux qui ont suivi mon histoire, merci d'avoir écouté. Votre soutien signifie le monde. Ce voyage m'a montré que l'autonomie et la connaissance de sa propre valeur sont les clés d'une vie dont on peut être fier. Personne ne peut vous l'enlever, ni la famille, ni la trahison. J'aimerais connaître vos impressions. Que feriez-vous à ma place ?